Joseph Staline. Ce nom, il évoque tout de suite l'un des régimes les plus brutaux du XXe siècle. Mais au-delà du tyran, qui était vraiment l'homme? Comment un seul individu a-t-il pu forger une superpuissance sur les cendres de millions de vies? Allez, on va décortiquer ensemble le parcours de ce fameux homme d'acier. Tout commence avec son nom, enfin son pseudonyme, qu'il adopte en 1913, Staline. Ça vient du mot russe pour acier. Et ce n'est pas un hasard, hein. Ce nom, c'est une véritable déclaration d'intention. C'est l'incarnation d'une volonté de fer, inflexible, dure, froide. Ça définit l'homme et ça annonce déjà la couleur du régime qu'il va construire. Et la réalité derrière ce nom, elle est juste vertigineuse. Le bilan humain de son règne, selon les estimations des historiens, s'élève à plus de 20 millions de personnes. C'est un chiffre qui dépasse l'entendement en fait. Voilà le coût humain de l'acier. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut repartir du tout début. Bien avant d'être l'homme d'acier, il était un jeune garçon dans un coin paumé de l'Empire russe. Iosif Vissarionovitch Jougashvili. Il naît à Gori, en Géorgie. Son enfance est marquée par la misère, mais aussi par la violence d'un père cordonnier, alcoolique, qui le battait. Un départ dans la vie, disons, plutôt rude, sans aucune chaleur, et ça va le marquer au fer rouge. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de suivre sa transformation à travers ses surnoms. Quand il est enfant, on l'appelle Soso, un petit diminutif, un peu affectueux. Puis, jeune militant, il devient Koba, du nom d'un héros rebelle géorgien, un genre d'ours. Et, enfin, Staline, l'acier. On sent bien l'escalade, non? 3 noms, 3 identités qui racontent une métamorphose radicale. C'est assez fou, mais sa mère, qui était très pieuse, le voyait prêtre. Donc, il entre au séminaire de Tbilissi. Sauf que c'est précisément là que tout bascule. Il dévore en secret des livres interdits. Il découvre le marxisme et il devient complètement athée. Forcément, il se fait renvoyer. La voie de la révolution est toute tracée et il ne va pas faire dans la dentelle. Il ira jusqu'à participer à des braquages de banques sanglants pour financer le parti. Après la révolution de 1917, Staline n'est pas vraiment sur le devant de la scène. Son ascension, ce ne sera pas celle d'un grand orateur comme Trotsky. Non, ce sera beaucoup plus discret, plus méthodique. Ce sera celle d'un maître de l'appareil politique. Et voilà sa stratégie implacable en 4 temps. En 1922, il obtient le poste de secrétaire général. Un truc administratif, un peu barbant, que personne ne voulait vraiment. Et ça, c'est son coup de génie. Parce que Staline comprend que ce poste, c'est la tour de contrôle du parti. C'est de là qu'il va contrôler les dossiers, les nominations, les communications. Il va en faire l'arme absolue de sa conquête du pouvoir pour placer ses hommes, tisser sa toile et au final, éliminer un par un tous ses rivaux. Lénine lui-même, il avait tout vu venir. Juste avant de mourir, il a écrit ce qu'on appelle son testament. Et dedans, il alerte le parti, Staline est trop brutal, il faut l'écarter. Sauf que, cet avertissement va être enterré. Staline va s'arranger pour qu'il ne soit jamais vraiment rendu public. Le mal était fait. Le point clé, il est là. Son vrai talent, ce n'était pas la théorie ou les grands discours, c'était la paperasse, l'organigramme. Il a compris avant tout le monde que celui qui contrôle les nominations contrôle le parti. Et celui qui contrôle le parti, il contrôle le pays entier. Une fois qu'il a le pouvoir absolu, à la fin des années 20, là, le vrai visage du stalinisme se révèle. C'est l'ère du grand tournant. L'idée, transformer l'URSS à marche forcée, et peu importe le coût humain. Ce tableau y résume parfaitement la brutalité du projet. D'abord, la collectivisation forcée des terres pour financer l'industrie. Les conséquences? Des famines monstrueuses organisées comme le Holodomor en Ukraine et des millions de paysans jugés trop riches, les fameux koulaks, qui sont déportés. Ensuite, l'industrialisation à toute vitesse qui, ironiquement, fait s'effondrer le niveau de vie des ouvriers. Et pour couronner le tout, les grandes purges. Là, l'objectif est simple, éliminer toute opposition, qu'elle soit réelle ou juste imaginée. Juste arrêtons-nous une seconde sur ce chiffre, pour bien mesurer l'horreur. 4 à 5 millions de morts. Uniquement pour la famine en Ukraine, le Holodomor. Une famine directement provoquée par la politique de Staline. Une tragédie que le régime va nier pendant des décennies. Et l'outil principal de cette terreur, il a un nom, le goulag. Un immense réseau de camps de travail forcés où on envoie les ennemis du peuple, les koulaks, les opposants, mais aussi de simples citoyens pris dans la tourmente. Des millions y sont allés pour y mourir. Et pendant que tout ça se passe, la machine à propagande tourne à plein régime. Staline devient le Vojde, le guide suprême, le père des peuples. Un culte de la personnalité complètement délirant est organisé autour de lui, le présentant comme un génie bienveillant, infaillible. Le décalage avec la réalité est total. Et puis arrive la Seconde Guerre mondiale. Et là, le rôle de Staline est pour le moins complexe. C'est un mélange de calcul, d'un cynisme absolu et d'une brutalité sans limite, autant contre l'ennemi que contre son propre camp.
Le 23 août 1939, c'est le choc planétaire. L'URSS de Staline signe un pacte de non-agression avec l'Allemagne d'Hitler. Le communisme et le nazisme, les deux pires ennemis idéologiques qui se serrent la main. Pourquoi ? Pour se partager l'Europe de l'Est, tout simplement. Les conséquences sont immédiates, et elles sont terribles. La Pologne est rayée de la carte, partagée en deux. Les pays baltes sont avalés par l'URSS. Et Staline ordonne personnellement le massacre de Katyn, l'exécution de plus de 20 000 officiers polonais. Mais cette alliance de façade, elle explose le 22 juin 1941 quand Hitler lance l'opération Barbarossa. Staline avait reçu plein d'avertissements de ses espions, mais il n'a rien voulu entendre, il n'y croyait pas. Il est donc complètement pris par surprise. Pour l'armée rouge, les premières semaines sont un désastre absolu. Il faudra attendre le 3 juillet pour qu'il s'adresse enfin à la nation. Et son discours est resté dans les mémoires. Fini le jargon communiste. Il parle au cœur des gens. Frères et sœurs. Il lance ce qui deviendra la Grande Guerre patriotique. Le tyran se mue en chef de guerre. Staline meurt en 1953. Il laisse derrière lui une superpuissance, c'est vrai, mais à quel prix ? Son héritage, c'est un paradoxe immense qui continue de hanter l'histoire. D'ailleurs, le jugement de l'histoire va aller très très vite. À sa mort, des millions le pleurent comme un dieu. Mais 3 ans plus tard à peine, son successeur, Khrouchtchev, dénonce ses crimes dans un fameux rapport secret. Et en 1961, on retire même discrètement son corps du mausolée de la Place Rouge. De l'apothéose à la disgrâce en moins de 10 ans. C'est fulgurant. Et voilà toute la complexité de cet héritage. D'un côté, il y a la victoire contre le nazisme et une URSS devenue l'une des 2 superpuissances mondiales. Mais de l'autre, tout ça a été bâti sur une terreur d'État, des famines organisées, et littéralement sur les os de millions de ses propres citoyens. La question finale, elle est vertigineuse. Comment un seul homme, parti de rien, a-t-il pu redéfinir une nation entière au prix de millions et de millions de vies ? Comment ce séminariste géorgien est-il devenu ce tyran absolu, capable de remodeler le cours de l'histoire mondiale dans un bain de sang ? C'est une question qui, aujourd'hui encore, continue de nous interroger profondément.